Un après-midi d'été suffocant sur l'autoroute Interstate 26, la lieutenant Amélie Dubois, une officière militaire afro-française, roulait dans sa berline gris anthracite, son uniforme d'apparat scintillant sous le soleil brûlant. Ses mains, posées avec précision à 10 heures et 2 heures sur le volant, reflétaient la discipline acquise au fil de 15 années de service dans l'armée américaine. Fraîchement promue au grade de lieutenant à Fort Jackson, elle portait fièrement ses médailles, gagnées lors de 2 missions en Afghanistan, où elle avait risqué sa vie pour protéger ses camarades. Ce jour-là, son esprit était léger, tourné vers sa famille arrivée de Paris pour célébrer cet honneur, un moment de gloire pour cette femme née d'une mère martiniquaise, Élise, une ancienne militante des droits civiques, et d'un père officier américain, un homme taciturne mais aimant. Alors qu'elle ajustait son rétroviseur, des gyrophares rouges et bleus clignotèrent derrière elle, brisant la quiétude de l'instant. Amélie ralentit avec calme, s'arrêtant sur le bas-côté de l'autoroute, où l'asphalte vibrait sous la chaleur estivale. Les paroles de sa mère résonnaient dans son esprit comme un écho persistant. « Ma fille, en tant que femme noire, tu devras toujours prouver ta valeur 2 fois plus. Garde ta dignité, quoi qu'il arrive. » Ce mantra, gravé dans son cœur depuis l'enfance, la guida alors qu'elle se préparait à affronter l'inconnu. 2 officiers de police, Durand et Martin, s'approchèrent de sa voiture, leurs visages crispés par une irritation qu'Amélie ne comprenait pas. Leurs pas lourds crissaient sur le gravier, et leurs regards, chargés de méfiance, semblaient déjà la condamner avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Permis et carte grise, aboya Durand, sa voix tranchante comme une lame. Amélie, impassible, plongea la main dans le compartiment à gants, en sortit son identification militaire et ses documents de véhicule, puis les tendit avec un sourire mesuré, celui qu'elle avait perfectionné pour désamorcer les tensions. « Je suis la lieutenante Amélie Dubois, armée des États-Unis, expliqua-t-elle d'un ton posé. Je viens de ma cérémonie de promotion à Fort Jackson. Voici mon identification militaire. Vous pouvez contacter mon supérieur, le colonel Laurent, pour vérification. » Durand saisit les documents, mais son rictus trahissait son dédain. Il examina l'identification militaire, ornée du sceau de l'armée, puis la rejeta d'un geste brusque sur le capot. « Ça, ce n'est pas un permis de conduire, grogna-t-il. Sortez du véhicule, maintenant. » Martin, son partenaire, se tenait en retrait, une main posée sur son holster, comme s'il anticipait une confrontation. Ses yeux scrutateurs parcouraient Amélie, de son uniforme impeccable à ses médailles luisantes, mais aucun signe de respect ne traversait son visage. Amélie obtempéra sans hésiter, consciente que la moindre réticence pourrait être interprétée comme une résistance. Elle descendit de la voiture, ses talons claquant doucement sur l'asphalte, et se tint droite, les épaules carrées, fidèle à l'enseignement de sa mère, « La dignité est ton armure. » À cet instant, à une 50aine de mètres, un camionneur nommé Pierre, un Français expatrié au visage buriné par des années dans la Légion étrangère, s'arrêta sur le bas-côté. Intrigué par la scène, il sortit son téléphone et commença à filmer, murmurant dans son accent toulousain. « Ce n'est pas normal. » Pierre, avec sa carrure imposante et son regard perçant, avait vu trop d'injustice dans sa vie pour rester indifférent. Sa caméra captura chaque détail, l'uniforme d'Amélie, les gestes brusques des officiers, l'atmosphère tendue. Durand, ignorant le regard de Pierre, continua son interrogatoire. « Vous prétendez être une officière » ricana-t-il, brandissant l'identification militaire comme s'il s'agissait d'une contrefaçon. « On va vérifier ça. En attendant, mettez vos mains sur la voiture. » Amélie, sentant la tension monter, ferma les yeux un instant, se raccrochant aux paroles de sa mère. Elle posa ses mains sur le capot brûlant, la chaleur du métal irradiant à travers ses paumes. Martin s'approcha, fouillant l'intérieur de la voiture sans ménagement, jetant ses documents sur le siège passager. Amélie offrit une nouvelle fois de contacter son colonel, mais Durand l'interrompit d'un ton sec. « Taisez-vous et obéissez. » Le mépris dans sa voix était palpable, teinté d'une hostilité qui allait au-delà du simple contrôle routier. Amélie, toujours calme, sentit une goutte de sueur perler sur sa tempe, se mêlant à la chaleur oppressante de l'après-midi. Elle savait que, malgré son uniforme, ses médailles et son grade, elle était jugée non pas pour ce qu'elle était, mais pour la couleur de sa peau. Les mots de sa mère résonnaient encore, « Ils chercheront à te briser, mais tu es plus forte qu'eux. » Soudain, sans avertissement, Durand la saisit par le bras et la poussa violemment contre le capot. Sa tempe heurta le métal avec un bruit sourd,
et une douleur aiguë lui traversa le crâne. Un filet de sang chaud coula sur sa joue, tachant son uniforme. Pierre, toujours à distance, zooma avec son téléphone, capturant l'horreur de l'instant. Des automobilistes ralentirent, certains s'arrêtant pour observer, leur visage marqué par le choc. Amélie, malgré la douleur, murmura d'une voix ferme. « Je ne résiste pas. » Ces mots, prononcés avec une dignité inébranlable, semblèrent défier la brutalité des officiers. Sous le regard de Pierre et des passants, elle tapota discrètement une séquence sur sa montre intelligente, activant le protocole Gamma 9, un système d'urgence qu'elle avait contribué à concevoir pour protéger les militaires contre les abus de pouvoir. Chaque tapotement était un acte de foi, un pari sur la justice. Elle savait que, dans les 15 minutes, une réponse militaire et fédérale serait déclenchée, mais chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Durand, inconscient du compte à rebours qu'il avait déclenché, murmura des insultes raciales à voix basse, des mots venimeux qui coupèrent Amélie plus profondément que la douleur physique. Martin, toujours près de son holster, semblait prêt à escalader la situation. Amélie, le sang séchant sur sa tempe, garda les yeux fixés sur l'horizon, refusant de céder à la peur ou à la colère. Elle se remémora un souvenir d'enfance à Paris, où sa mère, Élise, l'avait emmenée à une manifestation pour l'égalité. Élise, avec son chignon impeccable et son regard de feu, avait déclaré « La justice n'attend pas, Amélie. Elle se construit ». Ce souvenir renforça sa résolution, et un léger sourire, presque imperceptible, se dessina sur ses lèvres. À cet instant, un grondement sourd se fit entendre au loin. Une flotte de SUV noirs, aux vitres teintées, s'arrêta avec une précision militaire sur le bas-côté. Les portières s'ouvrirent, et des agents en civil, portant des badges du département de la Défense, descendirent avec une autorité silencieuse mais écrasante. Leurs regards froids balayèrent la scène, s'arrêtant sur Amélie, toujours menottée, et sur les deux officiers, désormais déstabilisés. Durand recula d'un pas, sa main hésitant près de son arme, tandis que Martin échangea un regard nerveux avec son partenaire. Pierre, toujours en train de filmer, murmura « Ils vont regretter ça ». Un agent s'approcha d'Amélie, son badge scintillant sous le soleil. « Lieutenante Dubois, dit-il avec un ton respectueux, nous prenons et la relève. » Il déverrouilla ses menottes avec précaution, et Amélie sentit un frisson de soulagement parcourir ses poignets. Les agents commencèrent à documenter la scène. Photographie du capot taché de sang, enregistrement des échanges, collecte des documents éparpillés. Pierre s'avança, offrant sa vidéo comme preuve, son accent français résonnant dans l'air lourd. Amélie, debout près de sa voiture, le sang séché sur son uniforme, resta droite, son regard inébranlable. Les officiers, encerclés par les agents fédéraux, commencèrent à réaliser que leur pouvoir s'effritait. Ce moment, où l'injustice semblait triompher, marqua le début d'une tempête de justice. Amélie, avec sa dignité intacte, savait que ce n'était que le commencement. Elle pensa à sa mère, à sa sœur Sophie, à tous ceux qui, comme elle, avaient été jugés pour leur couleur de peau. Alors que les agents fédéraux prenaient le contrôle, elle murmura pour elle-même, « Pour toi, maman. » Les SUV noirs formaient un cercle implacable autour de la scène sur l'autoroute Interstate 26, leurs silhouettes imposantes projetant une ombre d'autorité sous le soleil brûlant. La lieutenant Amélie Dubois, toujours debout près de sa berline, les menottes désormais retirées, sentait le poids du regard des agents fédéraux, dont l'arrivée avait transformé un moment d'humiliation en un prélude à la justice. Du sang séché tachait son uniforme, mais sa posture restait droite, son visage impassible, reflet d'une dignité forgée par des années de discipline militaire et les leçons de sa mère, Élise, une Martiniquaise dont la voix résonnait encore dans son esprit, ne plie jamais, Amélie. La vérité est une arme plus puissante que leurs insultes. Les officiers Durand et Martin, désormais nerveux, échangeaient des regards incertains, leurs mains hésitant près de leur holster, comme s'ils cherchaient encore à reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappait. L'agent spécial Claire Lefebvre, une Française naturalisée américaine, dirigeait les opérations avec une précision froide. Son accent parisien, léger mais distinct, perçait dans ses ordres brefs aux agents du département de la Défense. Claire, ancienne avocate des droits humains et à Paris, avait vu trop d'injustice pour rester impassible face à la scène qui se déroulait sous ses yeux. Elle s'approcha d'Amélie, son badge scintillant sous la lumière, et murmura
lieutenant Dubois, vous êtes en sécurité maintenant. Nous allons faire la lumière sur tout cela. Amélie hocha la tête, un éclat de gratitude dans les yeux, mais son esprit était déjà tourné vers les prochaines étapes. Elle savait que ce moment, aussi intense soit-il, n'était que le début d'un combat plus vaste. À quelques mètres, Pierre, le camionneur français qui avait filmé l'incident, s'avança timidement vers un agent, son téléphone à la main. « J'ai tout enregistré », dit-il avec son accent toulousain, un mélange de fierté et de nervosité dans la voix. Ce qu'ils ont fait, c'était pas juste. Claire le remercia d'un sourire reconnaissant, prenant note de son nom et de son témoignage. La vidéo de Pierre, tremblante mais claire, montrait l'agression brutale de Durand, le sang coulant sur la tempe d'Amélie, et les insultes murmurées à voix basse. Cette preuve, combinée aux images satellites automatiquement téléchargées par le protocole Gamma 9, formait un dossier accablant. Les agents fédéraux commencèrent à documenter chaque détail. Les marques sur le capot de la voiture, les documents jetés négligemment par Durand, les uniformes des officiers, leurs badges, leurs expressions. Rien ne serait laissé au hasard. Un technicien, équipé d'un appareil photo à haute résolution, captura l'angle exact où la tête d'Amélie avait heurté le métal, tandis qu'un autre agent activait un enregistreur pour consigner chaque parole échangée. Claire, supervisant l'opération, murmura à son collègue, « C'est une chasse organisée. Ces officiers ne sont pas des exceptions, ils font partie d'un système. » Son ton, empreint de la gravité des avocats parisiens, trahissait une détermination à déraciner l'injustice. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, à Paris, la sœur cadette d'Amélie, Sophie, une étudiante en droit à la Sorbonne, reçut un appel urgent de leur mère, Élise. La voix d'Élise, habituellement ferme, tremblait d'inquiétude. « Amélie a été arrêtée, Sophie. Ils l'ont frappée. Il faut que tu viennes. » Sophie, impulsive et farouchement protectrice, sentit la colère monter en elle. Elle prit le premier vol pour les États-Unis, son esprit bouillonnant de questions. Pourquoi Amélie, avec son dossier irréprochable et ses médailles, devait-elle subir une telle indignité? Assise dans l'avion, elle relut un message qu'elle avait envoyé à sa sœur la veille, « Rentre à Paris, Amélie. L'Amérique ne te mérite pas. » Bu. Mais Amélie avait répondu avec une simplicité désarmante. « Je ne combats pas pour l'Amérique, Sophie. Je combats pour ceux qui n'ont pas de voix. » Ces mots se tournaient en boucle dans l'esprit de Sophie, mêlés de fierté et de frustration. À son arrivée à Fort Jackson, elle trouva Amélie dans une chambre d'hôpital militaire, une compresse sur la tempe, mais toujours vêtue de son uniforme, comme si elle refusait de laisser l'incident la définir. Sophie, les larmes aux yeux, la serra dans ses bras. « Pourquoi ne pas abandonner ?» demanda-t-elle. « Ce combat va te détruire. » Amélie, avec un sourire doux mais résolu, répondit. « Sophie, si je me tais, qui parlera pour les autres ?» L'enquête fédérale, dirigée par Claire, s'intensifia à une vitesse fulgurante. Les techniciens du FBI, en collaboration avec le département de la Défense, accédèrent aux serveurs internes du commissariat de Magnolia City. Ce qu'ils découvrirent dépassait leurs pires soupçons. Plus de 7000 messages échangés entre Durand, Martin et d'autres officiers révélaient un flot de blagues racistes, de commentaires méprisants et de directives implicites ciblant les conducteurs noirs. Un courriel interne, signé par un supérieur hiérarchique, encourageait les officiers à patrouiller de manière proactive dans les quartiers majoritairement afro-américains. Les données des bodycams, bien que souvent désactivées par les officiers, montraient des dizaines d'interpellations abusives, marquées par des fouilles injustifiées et des arrestations sans motif valable. Les images satellites, téléchargées via le protocole Gamma 9, confirmaient un schéma clair. Durand et Martin arrêtaient que les conducteurs afro-américains aient un taux 5 fois supérieur à la moyenne départementale, et leurs arrestations aboutissaient à des charges 6 fois plus fréquentes. Claire, analysant ces données dans un bureau temporaire à Fort Jackson, murmura à son équipe, « C'est plus qu'un incident isolé. C'est une machine de discrimination bien huilée. » Son regard, empreint de la rigueur des juristes français, brillait d'une détermination à démanteler ce système. À Magnolia City, la vidéo de Pierre,
mise en ligne par un passant qui l'avait obtenue, devint virale en quelques heures. Le hashtag #Protéger nos protecteurs envahit les réseaux sociaux, relayé par des militants, des vétérans et même des organisations françaises comme SOS Racisme, qui voyaient en Amélie un symbole universel de résistance. Des manifestations pacifiques éclatèrent devant le commissariat de Magnolia City, où des pancartes proclamèrent « Justice pour Amélie, justice pour tous ». Sophie, arrivée sur place, rejoignit les manifestants, tenant une banderole qu'elle avait peinte elle-même. La dignité ne se négocie pas. Son visage, marqué par la fatigue du voyage, rayonnait d'une fierté nouvelle pour sa sœur. Les médias locaux, puis nationaux, s'emparèrent de l'histoire, diffusant des images de l'uniforme taché de sang d'Amélie et de la flotte de SUV noire encerclant les officiers. En France, les journaux comme Le Monde et Libération publièrent des éditoriaux saluant le courage d'Amélie, comparant son combat à celui des figures historiques de la lutte pour les droits civiques. Durand et Martin, suspendus de leurs fonctions, furent convoqués pour un interrogatoire et au siège régional du FBI. Sous les lumières crues de la salle d'interrogatoire, leurs défenses s'effondrèrent face aux preuves accablantes. Claire, menant l'interrogatoire, présenta les messages racistes, les vidéos des bodycams et les statistiques des interpellations. Officier Durand, demanda-t-elle d'un ton glacial, expliquez-moi pourquoi 82% de vos interpellations concernent des conducteurs afro-américains, alors qu'ils représentent moins de 20% de la population locale. Durand, le visage blême, bafouilla une réponse vague, tandis que Martin fixait le sol, incapable de répondre. Claire, fidèle à l'éthique des avocats parisiens, insista. La vérité ne peut être ignorée, messieurs. Elle est inscrite dans vos propres mots. À Fort Jackson, Amélie reçut la visite de son colonel, Laurent, un homme austère mais respectueux, qui avait suivi l'incident de près. Vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel, lieutenant, dit-il, posant une main sur son épaule. Ce protocole Gamma 9. Vous l'avez utilisé comme une arme de justice. Amélie, la compresse toujours sur sa tempe, répondit avec simplicité, je n'ai fait que suivre la voie que ma mère m'a tracée, colonel. Elle m'a appris que la dignité est un combat de chaque instant. Laurent hocha la tête, impressionné par sa résilience. Il lui promit que l'armée soutiendrait pleinement l'enquête, ajoutant « Vous n'êtes pas seul, Dubois. Nous sommes derrière vous. » Alors que le soleil se couchait sur Magnolia City, les manifestations prenaient de l'ampleur. Des vétérans, des étudiants, des familles se rassemblaient, leurs voix unies dans un chant pour la justice. Sophie, au cœur de la foule, sentit une vague d'espoir l'envahir. Elle envoya un message à Amélie, « Tu avais raison, grande sœur. Ce combat est plus grand que nous. » Amélie, depuis son lit d'hôpital, lut le message et sourit. La vérité, comme une flamme, commençait à éclairer les ombres d'un système défaillant. Mais elle savait que le chemin serait long. Chaque preuve recueillie, chaque voix élevée, chaque pas vers la justice renforçait sa conviction, ce n'était pas seulement son histoire, mais celle de tous ceux qui avaient été réduits au silence. La vérité éclate, mais le combat ne fait que commencer. Partagez vos expériences d'injustice et soutenez le mouvement pour la justice. Un an après l'incident sur l'autoroute Interstate 26, la commandante Amélie Dubois se tenait debout devant une foule rassemblée au Congrès national sur les droits civiques et la réforme policière, à Washington. Son uniforme, impeccablement repassé, portait désormais les insignes de son nouveau grade, mais la cicatrice sur sa tempe, à peine visible, restait un rappel silencieux de ce jour où sa dignité avait été mise à l'épreuve. Sa voix, calme mais vibrante d'une autorité naturelle, résonnait dans l'auditorium, captivant les législateurs, les militants et les vétérans présents. La justice, déclara-t-elle, n'est pas un don tombé du ciel. C'est une conquête, forgée par le courage de ceux qui refusent le silence. Ces mots, empreintes de la gravitas des orateurs français, portaient l'écho des enseignements de sa mère, Élise, une Martiniquaise dont la vie avait été dédiée à la lutte pour l'égalité. À Magnolia City, les ombres d'un passé marqué par l'injustice s'estompaient peu à peu, remplacées par une nouvelle ère de transparence et de responsabilité.
Ce n'était pas seulement l'histoire d'une victoire personnelle, mais celle d'un mouvement qui redéfinissait la justice pour tous, un mouvement qui, par la résilience d'une femme, avait ébranlé un système défaillant et inspiré des réformes bien au-delà des frontières de l'Amérique. L'enquête fédérale, déclenchée par le protocole Gamma 9 activé par Amélie, avait porté des fruits amers mais nécessaires. Les officiers Durand et Martin, après un procès retentissant, furent condamnés pour abus de pouvoir, usage excessif de la force et violation des droits civiques. Leur badge, autrefois porté avec arrogance, reposait désormais dans des sacs scellés comme preuve dans un dossier judiciaire. Le chef de la police de Magnolia City, compromis par des années de négligence face aux pratiques discriminatoires, avait été contraint de démissionner sous la pression publique. À sa place, une figure nouvelle émergea. Madame Aïssata Dubois, une femme franco-sénégalaise sans lien de parenté avec Amélie, devint la première chef de police noire de la ville. Aïssata, avec son regard perçant et son discours inspiré par les valeurs de liberté, égalité, fraternité, s'engagea à reconstruire la confiance entre la communauté et les forces de l'ordre. Sous son mandat, un conseil de surveillance civile fut instauré par une charte municipale, exigeant des rapports publics sur chaque usage de la force et des audits réguliers des interpellations. Les protocoles Dubois, nommés en l'honneur d'Amélie, imposèrent des caméras corporelles obligatoires, des formations anti-biais rigoureuses et un suivi numérique des données d'arrêt, devenant un modèle non seulement pour l'État, mais aussi pour d'autres villes à travers le pays. Aïssata, lors de son discours d'investiture, cita Victor Hugo, « Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue ». Pour elle, comme pour Amélie, cette idée était celle d'une justice équitable, accessible à tous, sans distinction de couleur ou d'origine. Amélie, promue au grade de commandante, ne se contenta pas de savourer sa victoire personnelle. Inspirée par l'héritage de sa mère, elle fonda la Bourse Élise Dubois, un fonds destiné à soutenir les jeunes afro-descendants souhaitant rejoindre l'armée américaine. Lors d'une cérémonie à Fort Jackson, où elle annonça la création de la bourse, elle déclara « Ma mère m'a appris que l'éducation et l'opportunité sont les clés de la liberté. Cette bourse était ma manière de transmettre son flambeau. » La première bénéficiaire, une jeune femme nommée Camille, une immigrée haïtienne, pleura en recevant la bourse, promettant de suivre les pas d'Amélie. Ce moment, retransmis en direct sur les réseaux sociaux, toucha des milliers de personnes, y compris en France, où les associations comme la Ligue des droits de l'homme saluèrent l'initiative comme un pont entre les luttes des deux continents. Sophie, la sœur cadette d'Amélie, désormais diplômée en droit et travaillant pour une ONG de défense des victimes de brutalité policière, assista à la cérémonie, les yeux brillants de fierté. « Tu avais raison, grande sœur », murmura-t-elle à Amélie après l'événement. « Ce combat est plus grand que nous. » L'impact de l'incident dépassa les frontières de Magnolia City. La vidéo de Pierre, le camionneur français qui avait capturé l'agression, fut présentée comme preuve clé lors du procès des officiers. Pierre, invité à témoigner au Congrès, raconta avec simplicité comment un simple geste, sortir son téléphone pour filmer, avait contribué à changer le cours de l'histoire. Son accent toulousain, chaleureux mais teinté de gravité, charma l'audience, et il reçut une ovation debout. « J'ai vu beaucoup d'injustices dans ma vie, dit-il, mais ce jour-là, j'ai vu une femme qui refusait de plier. Ça m'a donné espoir. » La vidéo, combinée aux données des bodycams, des images satellites et des 7000 messages racistes découverts dans les serveurs du commissariat, révéla un schéma systématique de discrimination. Les statistiques étaient accablantes, les conducteurs afro-américains représentaient 82% des interpellations de Durand et Martin, alors qu'ils ne constituaient que 20% de la population locale. Les révélations déclenchèrent une onde de choc, relayée par des médias internationaux, y compris Le Figaro et France 24, qui comparèrent l'affaire à des luttes historiques pour l'égalité en France, comme celle des banlieues dans les années 2000. À Paris, le gouvernement français, sensible à l'histoire d'Amélie en raison de ses origines martiniquaises, invita la commandante à une réception au Quai d'Orsay. Là, dans une salle ornée de lustres et de dorures, elle reçut la Légion d'honneur, la plus haute distinction française, pour son courage et son impact sur les relations raciales à l'échelle mondiale. Le ministre des Affaires étrangères, dans son discours, cita Aimé Césaire. Bessigo. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde.
Il salua Amélie comme un exemple de ce que la France et le monde pouvaient accomplir en défendant la dignité humaine. Amélie, émue mais composée, répondit avec humilité, « Cette médaille elle n'est pas pour moi seule. Elle est pour ma mère, pour Pierre, pour Sophie, pour tous ceux qui refusent de laisser l'injustice prospérer. » Son discours, retransmis en direct, inspira des jeunes de Fort-de-France à Marseille, qui voyaient en elle une héroïne moderne. À Magnolia City, les réformes s'enracinèrent profondément. Le conseil de surveillance civile, dirigé par des citoyens de divers horizons, dont Aïssata elle-même, publia des rapports mensuels accessibles au public, détaillant chaque incident policier. Les protocoles du bois furent adoptés comme modèle par plusieurs États, et une proposition de loi fédérale, inspirée par l'affaire, fut soumise au Congrès pour protéger tous les militaires en service contre les abus lors des contrôles civils. Les manifestations, initialement déclenchées par la vidéo de Pierre, évoluèrent en un mouvement national, avec le hashtag #protéger nos protecteurs devenant un cri de ralliement mondial, porté par des voix de Paris à Dakar. Des organisations internationales, y compris le Conseil de l'Europe, saluèrent les réformes de Magnolia City comme un exemple pour les démocraties confrontées à des tensions raciales. Amélie, désormais à la tête d'une commission fédérale pour la responsabilité des forces de l'ordre, continua son combat avec une détermination tranquille. Chaque matin, elle observait la cicatrice sur sa tempe dans le miroir, non comme une marque de honte, mais comme un symbole de sa résilience. Lors de son discours au Congrès, elle conclut par une phrase qui résonna longtemps, « La justice n'est pas un cadeau, c'est une conquête. » Chaque acte de courage, même le plus petit, peut allumer une flamme qui éclaire le monde. L'auditorium éclata en applaudissements, et Sophie, assise au premier rang, pleura en silence, tenant la main de leur mère, Élise, qui avait fait le voyage depuis Paris. Élise, les yeux brillants, murmura, « Tu as tenu ta promesse, ma fille. » L'histoire d'Amélie ne s'arrêta pas là. La bourse Élise Dubois grandit, finançant des dizaines de jeunes chaque année, tandis que Sophie lança une campagne internationale pour promouvoir la transparence policière, en collaboration avec des ONG françaises. Pierre, retourné à sa vie de camionneur, reçut une médaille civile pour son rôle dans l'affaire, mais il insista pour qu'on honore Amélie avant tout. « C'est elle, la vraie héroïne », dit-il lors d'une interview à Toulouse. À Magnolia City, les rues, autrefois marquées par la méfiance, s'animèrent de dialogues communautaires, de forums publics et d'espoir. Aïssata Dubois, en tant que chef de police, organisa des rencontres entre officiers et résidents, inspirés par les cafés citoyens français, où la parole libre forgeait des ponts. Le combat d'Amélie, déclenché par un simple tapotement sur sa montre intelligente, avait allumé une flamme qui continuait de brûler. Elle prouva qu'un acte de courage, ancré dans la dignité, pouvait transformer non seulement une ville, mais un monde. Alors que le soleil se couchait sur Magnolia City, les pancartes des manifestants capturaient « la lumière », portant un message simple, « La justice commence par nous ». Que feriez-vous face à l'injustice? Partagez vos idées et soutenez ceux qui osent défier l'oppression. L'histoire d'Amélie Dubois, une officière afro-française confrontée à l'injustice sur l'autoroute Interstate 26, résonne profondément avec les valeurs chères à la culture française, la dignité, la justice et la solidarité. En tant que spectateurs, nous sommes saisis par une indignation légitime face à l'abus de pouvoir des officiers Durand et Martin, dont les actes racistes rappellent que les préjugés persistent, même envers une femme en uniforme, symbole de sacrifice et d'honneur. Pourtant, ce qui marque le plus, c'est la résilience d'Amélie. Sa capacité à rester calme, à activer le protocole Gamma 9 et à transformer une épreuve personnelle en un mouvement pour la réforme incarne l'idéal français de liberté et de résistance face à l'oppression. Cette histoire, portée par une héroïne dont les racines martiniquaises évoquent les luttes anticoloniales d'Aimé Césaire, nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la lutte contre l'injustice. La première leçon que nous pouvons tirer est l'importance de la dignité. Comme Amélie, guidée par les paroles de sa mère Élise, « Garde ta dignité, quoi qu'il arrive », nous devons affronter les défis avec une force intérieure qui refuse de plier devant l'humiliation. Dans la vie quotidienne, cela signifie défendre nos principes, même dans des situations où nous sommes jugés ou sous-estimés. La deuxième leçon est le pouvoir de l'action individuelle. Un simple geste, comme l'activation du protocole Gamma 9 ou la vidéo filmée par Pierre, peut déclencher une vague de changement.
En France, où les cafés citoyens et les mouvements associatifs sont des piliers de la société civile, nous sommes appelés à agir, que ce soit par un vote, une pétition ou une parole publique. Enfin, cette histoire nous enseigne la solidarité. Le soutien de Sophie, de Pierre et des manifestants montre que la justice est un effort collectif, une valeur célébrée dans l'esprit français de fraternité. Appliquons ces leçons dans nos vies. Refusons le silence face à l'injustice, utilisons les outils à notre disposition, des réseaux sociaux aux associations, pour amplifier les voix marginalisées, et soutenons ceux qui luttent pour l'égalité. Comme le disait Victor Hugo, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. L'heure de la justice est ce maintenant. Cette histoire d'Amélie Dubois est un appel à l'action. Si vous croyez en la justice et en la dignité pour tous, montrez votre soutien. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo pour amplifier son message, abonnez-vous pour suivre les combats qui changent le monde, et laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou vos expériences. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.